Nous sommes jeudi 5 novembre 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous dans cette grande édition d'information de la télé du 21e siècle. À la une de l'actualité, la Cour constitutionnelle pourrait publier les résultats définitifs du scrutin du 18 octobre dernier, le samedi 7 novembre 2020, à son siège situé à Kaloum. Cependant, le coordinateur de l'UFDG de Bokeh accuse les autorités de la dite préfecture d'avoir procédé à la modification des procès-verbaux lors de la centralisation du scrutin. Les échos, c'est dans cette édition d'information. Qui de Donald Trump, candidat républicain, et Joe Biden, candidat démocrate, va occuper la Maison-Blanche au cours de 4 prochaines années? L'écart se resserre entre Trump et Biden. Le candidat démocrate Joe Biden, alors que le dépouillement se poursuit. Nous irons aux États-Unis dans ce journal. Soyez les bienvenus sur Star 21 TV. Les résultats du scrutin du 18 octobre 2020 dernier sont attendus en fin de semaine. Selon nos sources, la Cour constitutionnelle pourrait publier les résultats définitifs samedi 7 novembre 2020 à son siège situé à Kaloum. Cependant, le coordinateur de l'UFDG de Bokeh accuse les autorités de la dite préfecture d'avoir procédé à la modification des procès-verbaux lors de la centralisation du scrutin. Il a révélé cette information à l'occasion d'une conférence de presse organisée ce jeudi 5 novembre 2020 par l'ANAD à Conakry. Suivez. Le jour du scrutin, tout s'est passé normalement, comme partout ailleurs. Le problème a commencé au moment des dépouillements. Par endroit à Kamsa, où l'FDG était sorti largement majoritaire, les militaires étaient intervenus pour empêcher le dépouillement dans les bureaux de vote. C'est le cas des 6 bureaux de vote de l'école primaire de Kassoko. On m'a appelé, je suis allé, j'ai demandé à ce que la loi soit appliquée, c'est-à-dire que le dépouillement n'est pas sur place. Le sous-préfet là aussi est intervenu pour dire que non, si vous ne prenez pas la garantie que les membres du bureau de vote auront la sécurité, nous ne pouvons pas faire le dépouillement sur place. J'avais dit que non, nous ne pouvons pas assurer la sécurité des gens parce que nous ne sommes pas les seuls. C'est les seuls qui assurent la sécurité de tous ceux qui sont en train de faire de notre ici. Donc, de prestation en prestation, nous avons envoyé tous les bureaux de vote là pour le dépouillement dans une école à la cité, c'est-à-dire à Matambo. Heureusement, tous ces 6 bureaux de vote là, ils étaient aussi sortis gagnants. Pour envoyer maintenant ces PV, notamment les PV de Kamsa à Bokeh, à la CACV de Bokeh, le préfet a donné instruction au président de la CESPI de Kamsa, M. Lama, de tout faire pour envoyer le PV dans l'honneur. Et sans que cela ne soit accompagné par les représentants de l'UFDG. Notre assistant technique était là-bas. On l'a empêché de suivre le PV. Je lui ai dit de prendre un véhicule et de suivre le PV jusqu'à Bokeh, ce qu'il a fait. Ils sont arrivés à Bokeh. Il m'a dit qu'effectivement, les PV qu'il a eu, les PV de Kamsa qui ont été embarqués à part de Kamsa pour Bokeh sont tous arrivés. Après le dépouillement des PV de Sangarébi et de Tanéné, la nuit du lundi au mardi, à notre grande surprise, nous sommes venus, on a trouvé que le carton qui contenait les enveloppes, les PV de Kamsa et de Dabis, ont été tous déchirés. Les 2 cartons ont été déchirés, les PV ont été substitués, tous les PV de Kamsa. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a, dans un communiqué, interdit la vente de carburant en dehors des installations de stations de service appropriées et autorisées. Cependant, la vente et le transport de carburant ou combustible au détail sous forme de bidon ou de tout autre récipient transportable est interdite. Les contrevenants s'exposent également à des poursuites judiciaires. C'est un reportage de Mohamed Traoré et Ibrahim Païkamara.
L'interdiction de la vente de carburant au marché noir par le ministre de la Sécurité, Albert Damantan Camara, n'est pas sans conséquence. Au lendemain de cette déclaration, vendeurs tout comme consommateurs expriment leur ras-le-bol face à ce qu'ils qualifient de décision unilatérale. Pour moi, on devrait commencer d'abord en sensibilisation, au lieu de dire bon, si on vous prend, on va vous sanctionner. On va sensibiliser d'abord pour faire comprendre que vraiment, pour vendre le carburant au marché noir, c'est pas une bonne chose parce que ça a créé beaucoup de dégâts. Donc, on a vu un exemple à côté de ce mois ici, à lycée équipé. Donc, ça a pris beaucoup de maisons là-bas. Donc, on a commis beaucoup de dégâts là-bas. Donc, pour moi, pour interdire ça, c'est normal, mais on va sensibiliser d'abord la population. Bon, réellement, pour moi et pour mes amis aussi, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que il y a les motos avec nous, les compteurs, les kilomètres ne travaillent pas. Ça prime d'abord. Donc ça là, ça nous suffit, ça nous dérange par rapport à l'essence là. Des fois, il y a essence, ça ne monte pas sur le compteur là. Et puis encore, s'il n'y a pas essence, encore, ça ne monte pas. Donc ça nous poursuit maintenant pour rouler jusqu'à un certain niveau essence, nous laisse maintenant. Bon, si ça nous reste maintenant, réellement, il n'y a pas marché noir, ça nous dérange. Et puis encore, la nuit, encore, il y a les volets encore qui circulent. Autre conséquence directe au sein de la population, les détenteurs des taxis-motos n'ont plus où s'approvisionner à des heures tardives. Du coup, cela affecte le déplacement d'une certaine catégorie des usagers, une attitude que dénonce cet activiste. Ce que j'ai à dire aux consommateurs, puisque nous, notre première préoccupation, c'est le respect du droit des consommateurs, c'est de demander aux consommateurs d'être sereins et savoir que nous sommes là pour défendre leur cause. Maintenant, au-delà de cela, ce que j'ai à dire aux autorités, sachant que nous sommes dans un pays où il y a de ces sous-préfectures et des districts qui n'ont pas encore de station de vente de carburant, c'est de demander à nos autorités de bien vouloir revoir ce communiqué qu'ils ont passé hier interdisant la vente de carburant sur le marché noir, puisque le citoyen lambda qui se trouve, par exemple, à Zo, où il n'y a pas de station, il serait difficile, voire même impossible à ce consommateur de s'approvisionner en carburant s'il n'y a pas de vente dans le marché noir. Des organisations non gouvernementales entendent mener des démarches auprès des autorités de Conakry pour qu'elles reviennent sur cette décision d'interdiction de la vente du carburant pour le bien de la nation. Les prix des denrées destinés à la grande consommation connaissent une hausse vertigineuse à Conakry. C'est l'une des conséquences directes de la crise post-électorale qui a occasionné la fermeture de la plupart des marchés. Les consommateurs guinéens ne savent plus à quel sens se vouer. C'est un reportage de Noumousso Doumbouya et Ibrahima Khalil Silla. La fermeture de certains marchés provoquée par la crise post-électorale affecte dangereusement le panier de la ménagère. Tous les prix des denrées de première consommation ont pris une flèche. Au marché Anko 5 par exemple, 1 kilo de viande se négocie actuellement entre 50 000 et 60 000 francs. Avant, un carton de poisson se vendait de 250 000 à 300 000. Mais actuellement, il se négocie entre 500 000 à 550 000. Outre, un sac de riz de 50 kg qui se vendait à 200 000 se négocie à 300 000 francs. Un prix exorbitant que jugent ces vendeuses. Le prix du sac de riz a augmenté. Avant, on achetait un sac à 270 000 francs guinéens. Actuellement, on le paye à 370 000 francs guinéens. 310 000 naira. Bengla 320 000. Avant, on payait un sac d'aubergine à 100 000 francs. Maintenant, on achète un sac à 320 000. 320 000 francs.
Actuellement, tout est cher. Avant, le petit sac de sel, on payait à 40 000 francs guinéens. Maintenant, le grand sac se paye à 350 000 francs guinéens. D'autres consommateurs accusent l'état de dégradation poussé des routes de l'intérieur du pays d'être à la base de cette cherté des prix des produits à grande consommation. Le 5 novembre de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de lutte contre la violence et le harcèlement dans les écoles. Cette journée est passée sous silence à Conakry. Des responsables du système éducatif guinéen plaident pour le respect du droit des élèves et étudiants. C'est un reportage de Kadia Toubari et Alassane Souma. De nos jours, la violence et le harcèlement dans les écoles sont devenus récurrents dans le milieu scolaire et universitaire. Pour inverser la courbe, une journée a été décrétée par les dirigeants du monde. Pour Aboubakar Mandela Camara, les violences et les harcèlements en milieu scolaire risquent de jouer sur la formation des élèves et étudiants. Le harcèlement et les violences en milieu scolaire, n'est-ce pas, ont des conséquences graves. À ceci, il faut ajouter le harcèlement sexuel. Ça, c'est très fréquent, y compris ici chez nous. Non seulement entre les élèves eux-mêmes, filles et garçons, entre les élèves, filles et leurs enseignants, les élèves et leurs encadreurs. Donc, ce type de harcèlement est très fréquent ici chez nous. C'est pour cela que je ne cesserai jamais de dire que l'éducation, ce n'est pas seulement l'affaire d'un ministère donné, ce n'est pas l'affaire d'un gouvernement donné, l'éducation, c'est l'affaire de tout le monde. Pire, dans certaines écoles, on enregistre même le châtiment corporel des élèves, une pratique que ce responsable d'école et ce parent d'élèves demandent de bannir. Au milieu scolaire, la violence constitue un fléau que nous, éducateurs, nous sommes en train de nous battre pour éradiquer totalement en milieu scolaire. Surtout chez nous, si vous lisez notre règlement intérieur, il y a beaucoup de principes qui sont pris, beaucoup de règles, articles qui sont pris dans ce sens. Si nous voyons chez nous ici, les relations entre professeurs et élèves est totalement éducative et totalement pédagogique. Il y a une sanction spécialement qui interdit les professeurs d'accéder jusqu'à un certain niveau. Les parents d'élèves aussi doivent prendre leurs responsabilités en veillant sur leurs filles, surtout leurs filles, puisqu'il s'agit d'elles. Ils doivent faire en sorte que les filles portent les vêtements décents qui pourront couvrir tout leur corps, qui ne les laissent pas s'exposer aux vues de tout le monde. Et si cela est fait, nous pouvons estimer qu'elles peuvent être à marge de tous ces harcèlements au milieu scolaire. Cette journée mondiale est passée sous silence du cimetière à Conakry. Aucune activité n'a été organisée par le régime de Conakry pour parler des violences dans le milieu scolaire. Je vous le disais au sommaire, aux États-Unis, le dépouillement se poursuit dans les différents États clés. On ne connaît toujours pas le nom du prochain président des États-Unis. Joe Biden a cependant pris un net avantage avec 264 grands électeurs contre 214 pour Donald Trump. Notre rédaction a joint par téléphone Dr Lansana Faya Milimono, l'un des rares leaders politiques qui maîtrise le système électoral américain. Suivez. Après le scrutin présidentiel aux États-Unis d'Amérique, l'heure est au dépouillement pour connaître de qui de Donald Trump ou de Joe Biden va occuper la Maison-Blanche pour les 4 prochaines années. Dr Lansana Faya Milimono, président du bloc libéral, est l'un des leaders guinéens qui maîtrise le système électoral américain. Je suis presque certain que Donald Trump sera élu parce que tous les États dont les votes ne sont pas encore, dont le comptage n'est pas encore terminé, dans ces États, c'est Donald Trump qui est en avance. Prenez l'État de la Pennsylvanie, où il est en avance de quelques 600 000 voix. C'est le cas pour le Michigan, c'est le cas pour la Géorgie, pour la Caroline du Nord, et c'est le cas de l'Alaska. L'Alaska, je ne peux pas dire depuis combien de temps l'Alaska n'a jamais voté en faveur d'un démocrate.
Ce qui est donc clair, c'est que à la fin de la journée, le vote de la Géorgie, le vote de la Caroline du Nord, celui de la Pennsylvanie et celui du Michigan feront en sorte que Donald Trump sera largement en tête, n'est-ce pas, au finish. Pour Dr Lansana Faye Milimono, les dirigeants africains doivent imiter le modèle démocratique américain pour un développement économique harmonieux du continent. Ce qui va retarder la démocratie d'être très prospère sur le continent, c'est le fait que tout le monde considère la loi comme un encombrement. On évoque la loi quand ça nous arrange. Quand ça ne nous arrange pas, non, on pousse et on passe. L'Afrique doit changer cela. Il y a quelques pays qui ont commencé à rentrer dans la tradition démocratique. Et il faut s'en féliciter. L'Afrique de l'Ouest avait plutôt bien pris, n'est-ce pas, le départ, en ne ressemblant plus à l'Afrique centrale. Malheureusement, la CEDEAO est en train aujourd'hui de ramener l'Afrique de l'Ouest dans le giron de l'Afrique centrale, ce qui est malheureux. Pour être élu à la Maison-Blanche, le candidat doit avoir au moins 270 grands électeurs parmi les 500. Pour l'heure, le candidat des démocrates Joe Biden est actuellement crédit de 238 grands électeurs contre 213 pour le président républicain sortant Donald Trump. Des chiffres qui pourraient évoluer avant la fin du dépouillement. En dehors des frontières américaines, certains activistes suivent de près le déroulement du scrutin présidentiel. C'est le cas notamment de Mamadi Kaba, président de l'IDA. Suivi. Les États-Unis constituent un modèle de démocratie dans le monde, mais une démocratie n'est jamais achevée, elle n'est jamais parfaite. Elle s'améliore au fur et à mesure et pour toujours. C'est pourquoi rien n'est acquis, tout peut être remis en cause d'un moment à un autre. C'est pourquoi nous pensons que les élections actuelles aux États-Unis, qui constituent un enjeu majeur, un défi majeur pour la démocratie américaine, doivent se terminer dans les meilleures conditions, dans la paix, dans le respect des institutions et du cadre légal, afin que le pays ne bascule pas dans l'inconnu, afin que des événements imprévus et négatifs ne viennent perturber la vie des Américains. En cette période où la COVID-19 fait des ravages dans le monde entier, je pense qu'il est important que tous les candidats fassent preuve de retenue, que les perdants acceptent d'utiliser les voies légales de recours et s'abstiennent des propos et des comportements qui mettent en danger la stabilité et la sécurité, surtout la cohésion sociale en Amérique. Quel que soit le président qui gagne, les États-Unis ont des institutions très solides qui arrivent à résister à toutes les formes de tentation antidémocratique, et c'est ça qui est la principale leçon à tirer, et cela doit permettre à nos États africains de bâtir des institutions indépendantes et crédibles afin que, quels que soient les enjeux des élections présidentielles, que les institutions parviennent à relever les défis et que les ambitions individuelles et partisanes n'arrivent pas à détruire les fondements du vivre ensemble dans nos pays. Moi, je suis très fier des États-Unis et de la démocratie américaine, que je considère toujours comme un modèle, un exemple à suivre. Et puis, certains citoyens guinéens se sont exprimés sur la question du vote américain, une puissance qui dispose d'un modèle de démocratie mondiale exemplaire. Suivi.
Les élections présidentielles qui est en train de passer actuellement en Amérique m'impressionnent beaucoup. Parce que même hier nuit, j'ai passé toute la nuit à regarder ça chez moi à la télé, sur la chaîne France 24. Vraiment, ce que je vois, ou ce qui se passe actuellement en Amérique est vraiment super. C'est des choses que l'Africain n'a pas encore connues. Nous sommes très loin de ces gens-là. Donc la démocratie, l'Afrique n'a pas encore la démocratie. La vraie démocratie, c'est à l'Occident. C'est aux Occidentaux. Parce que quand je vois comment il s'appelle, Trump, et l'autre, son adversaire qui s'appelle Joe Biden, je vois les deux même qui se s'allient, qui s'arrêtent ensemble, chacun parle vraiment de son pays. Vraiment, je suis à l'aise, je suis vraiment réconforté. Cette élection, vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et je pense que c'est une élection qui ne va pas passer comme ça se passe ici à mon pays, la Guinée. Et c'est une élection vraiment que j'apprécie un candidat qui est d'abord Joe Biden. Donc j'espère bien qu'étant un pays démocratique comme aux États-Unis, parce que en fait, la démocratie même au fait, est née aux États-Unis, je pense que voilà, les élections même au fait, ça ne sera pas boycotté comme la manière dont vraiment ça se passe aux pays ouest africains. Donc au fait, je souhaite bien le meilleur pour eux, pour que vraiment ça se passe dans les meilleures conditions. Pour les élections des États-Unis, j'aimerais qu'il y ait un changement là-bas. Voilà, parce que vu le mandat de Donald Trump, les choses ont été difficiles un peu pour moi. Et ça a été une bonne option aussi pour moi parce que vous êtes venu. Moi, j'ai tenté cette année aller aux États-Unis, ça n'a pas marché. Voilà, donc ils ont un peu compliqué les affaires là-bas. J'aimerais qu'ils essaient de donner un peu d'espace aussi à ceux qui veulent aller de l'autre côté et avoir une place pour se battre, quoi. C'est une élection dont les résultats sont encore serrés, puisque les deux candidats sont coude à coude, mais avec un léger avantage de Biden au niveau des grands électeurs. Et pour le moment, jusqu'ici, nous ne connaissons pas d'abord l'issue finale. Le décomptage continue. Réellement, mon souhait serait que vraiment Biden passe pour ressouder le tissu social aux États-Unis. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que les États-Unis est l'une des nations qui participe beaucoup au devenir de l'humanité pour le moment. Donc si les tissus sociaux sont effrités dans cette nation, ça va affecter les autres. Donc mon souhait serait que vraiment Biden passe, puisque cela se trouve dans le programme de Biden. Donc, qu'à cela ne tient, bien que nous ne soyons pas des Américains, mais voilà mon sujet. Et puis sport, pour finir, le président de la Fédération guinéenne de football, Mamadou Antonio Souaré, a procédé mercredi 4 novembre 2020 au siège de la Fédération guinéenne de football à la remise d'un don des équipements de sport aux arbitres de la Ligue 1 et 2 guinéenne. Un équipement qui permet de professionnaliser le championnat guinéen. C'est un commentaire de Mohamed Salih Diallo. Ce lot est composé de 120 sous-vêtements, 300 bas, 300 culottes et 300 maillots d'arbitrage. La direction des éléphants de Koléa a décidé de renvoyer son coach Diaye là-bas, alors qu'il était sur le point de parapher son contrat en tant qu'entraîneur principal. Les éléphants font partie des équipes qui ont fait un mauvais début de saison. Ce don permettra aux arbitres guinéens de s'équiper pour la saison sportive 2020-2021 au compte de la première édition de la Ligue 1 Salam. Après 3 journées, les éléphants de Koléa comptent tout simplement 3 défaites. Le dernier match du club date du samedi dernier contre Soir. Face à ce manque de résultats, la direction du club a pris une décision majeure en ce début de saison. Alors qu'il était dans une période d'essai, Diaye Laba, qui dirige l'équipe A depuis le début de cette saison, ne signera pas en tant qu'entraîneur principal. Il n'a dirigé que 3 matchs de la Ligue 1 Salam avant d'être débarqué. Son assistant Kaba Mamadi et Ablaye Kamara, préparateur des gardiens, sont également limogés par la direction du club. Cette saison, la direction du club avait prévu d'offrir un contrat à Diaye Laba pour devenir le coach principal.
C'est cet élément de sport qui met un terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur la télé du 21e siècle.